Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être là avec nous. Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kate Bouchard. Je travaille à l'Institut Santé et Société à l'UQAM. Et chaque session, on prépare une série de conférences midi. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième conférence pour la session d'automne. Et on a le plaisir d'accueillir avec nous une nouvelle membre, Linda Rey, qui va nous présenter aujourd'hui une présentation sur l'action communautaire en temps de crise avec Anne Lapierre qui travaille chez Centraide. Je vais vous présenter les deux conférencières très brièvement pour ensuite leur donner la parole. Donc, Linda Rey, elle est professeure à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Elle s'intéresse à la santé mondiale et à la santé sexuelle et reproductive et elle a une expertise en innovation sociale et en évaluation de programmes. Avec elle, sa collègue Anne Lapierre, qui est conseillère en planification et développement à Centraide du Grand Montréal, et ce depuis 2015. Avant ça, elle travaillait dans les secteurs de la concertation locale et régionale et du développement des communautés au sein de différentes organisations de la région métropolitaine. Et elles vont nous parler aujourd'hui du milieu communautaire en temps de crise. C'est un sujet qui est très d'actualité et qui est très important à notre avis. Donc, je vais céder la parole tout de suite à Madame Rey. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'intervenir sur ce sujet aujourd'hui. Je suis très fière que Anne Lapierre ait accepté de co-animer cette présentation avec moi, mais également merci à toute l'équipe de l'Institut Santé et Société de l'UQAM qui nous donne cette belle opportunité. En gros, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, l'action communautaire en temps de crise, enjeux et perspectives, nous permettra de mettre la table de ce qui se passe actuellement au niveau du communautaire dans ces temps étranges, comme je l'ai entendu. Et notre présentation va se dérouler en gros comme suit. On aura deux volets. Le premier volet va me permettre à moi de mettre la table sur la situation actuelle de la pandémie au regard de ce qu'on a identifié dans la littérature scientifique et grise récente. Et ensuite, je laisserai la parole à Anne pour illustrer avec des cas concrets des différents sujets que je vais traiter dans un premier temps. Mon propos principal est celui de dire quatre choses, quatre messages clés. Le premier message, c'est que la COVID a accentué les inégalités socio-économiques et démontre clairement l'importance des déterminants sociaux de la santé. Ça, c'est un fait établi. Malgré les expériences passées de gestion de crise que nous avons connues ici au Québec, mais aussi à l'international, on a été quelque peu surpris par la COVID et tous les nouveaux enjeux qui sont venus avec. Enfin, ces enjeux-là n'ont pas amoindri en fait la force et l'agilité du secteur communautaire qui a, à travers ces acteurs, permis une mobilisation sans précédent permettant de répondre autant que possible aux besoins de la population. Donc, je vais commencer très brièvement à dresser le portrait de la crise telle que nous la connaissons et telle que nous la vivons. Nous avons connu globalement deux vagues. La première vague a été marquée notamment par de grands nombres d'hospitalisations et de décès. On voit que pendant cette première vague, les taux de décès montaient de 8 à 10%, plus ou moins en moyenne, pour les contaminations. Et ces contaminations étaient notamment dans les CHSLD et dans le réseau de santé. Les mesures qui ont été prises ont été variables en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. Et ensuite, la deuxième vague, on a vu apparaître moins de décès, certes, mais le nombre de cas a tout au moins augmenté. Je pense que cette phrase de la professeure de l'école de santé publique de l'UDEM traduit très bien ce que les pages suivantes vont montrer, c'est que la pandémie est quelque peu une radiographie qui rend visible ce qui est habituellement caché. C'est une loupe qui met en relief nos défaillances sociales. Elle a vraiment, cette crise,
accentuer les inégalités en tout genre. Ce qu'il faut retenir à travers cette radiographie, premièrement, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant la crise. En effet, on constate qu'une majorité de femmes sont touchées par la crise et particulièrement celles qui travaillent dans les services dits essentiels, notamment tout ce qui concerne la santé, la petite enfance, l'enseignement, le service à la clientèle dans les épiceries, etc. Donc, ces personnes-là et ces femmes-là sont celles qui ont continué à travailler malgré les mesures de confinement pour nous permettre de maintenir un minimum de services. Elles sont donc plus à risque de contracter la COVID. Deuxième constat, c'est que la COVID, le nombre de cas a été distribué à travers toutes les tranches d'âge, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Cependant, on remarque que 90% des décès se retrouvent dans la tranche d'âge 60 ans et plus, les rendant beaucoup plus vulnérables aux conséquences de la pandémie. Deuxième constat, c'est que les quartiers les plus pauvres, les CIUS, sont davantage affectés. Les données les plus récentes de la Direction régionale de santé publique mettent en évidence que les quartiers dits pauvres ou considérés comme pauvres et ayant une forte concentration de personnes issues de l'immigration ou traditionnellement accueillant des immigrants sont ces quartiers qui ont été le plus touchés par la contamination, comme le montre ce graphique, et conséquemment par les décès liés à la pandémie. Donc, je citerai notamment Agnostic-Cartierville, Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel et Parc Extension, Hochelaga, Maisonneuve, Rivière-des-Prairies, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce et Rosemont, la Petite Patrie. Enfin, la crise nous montre aussi que les impacts et les répercussions qui en découlent sont clairement liés à des déterminants structurels des inéquités socio-économiques et de santé. Nous savons déjà que la santé publique a toujours et depuis longtemps misé sur les déterminants socio-économiques de la santé, comme les travaux qui sont faits notamment par l'École nationale de santé publique en la matière. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que l'impact des mesures gouvernementales est beaucoup plus important auprès des personnes étant considérées déjà comme vulnérables. Le confinement, la distanciation sociale, les fermetures des écoles, interdiction des rassemblements sont autant de mesures strictes qui ont touché beaucoup plus ce groupe de personnes que la population générale. Je citerai par exemple les personnes âgées qui se sont retrouvées en isolement, les travailleurs migrants dont le statut ou les travailleurs, les demandeurs d'asile dont le statut ne permettait pas d'avoir accès à certains services, les personnes handicapées, les itinérants notamment, les femmes et les enfants. Deuxième chose, ce sont les groupes de communautés qui souffraient aussi déjà de discrimination et de marginalisation, dont les impacts à court terme, tels que la hausse du chômage et de la pauvreté, la hausse de l'insécurité alimentaire qui s'est révélée très criant. Actuellement, on est passé notamment d'une personne sur 8 en situation d'insécurité alimentaire à une personne sur 7. Les problèmes de santé mentale et de détresse psychologique qui touchent tout le monde, mais particulièrement ces groupes-là. La violence domestique, la maltraitance chez les enfants qui ne cesse de croître et la faillite économique auprès de notamment des entrepreneurs ou des entreprises qui n'ont pas le même nombre ou pas la taille des grandes entreprises pour pouvoir pallier à ces déséquilibres. À moyen terme, on cite aussi des situations telles que le décrochage scolaire, voire l'échec scolaire auprès de certaines populations. Les problèmes de santé et d'obésité suite au confinement et au manque d'activité physique avec les fermetures notamment des centres sportifs sont autant de répercussions avec lesquelles il faudra composer à l'avenir. Ça, c'est pour le portrait global de la crise et de ses répercussions. Maintenant, je vais m'intéresser en fait à la gestion de crise avant la COVID. Ce n'est pas nouveau. On a connu d'autres crises dans le passé et pas si longtemps que ça.
Et la question est de savoir, est-ce que nous étions, malgré les apprentissages des crises précédentes, est-ce que nous étions préparés à la crise actuelle? Déjà en 2019, un rapport de l'OMS prophétisait que la menace d'une crise sanitaire mondiale planait dangereusement et qu'elle était bien réelle. Notamment, ce qui est très marquant dans cette citation, c'est de voir que l'OMS prophétisait qu'un agent pathogène respiratoire entraînerait la propagation rapide d'une pandémie à forte mortalité. C'est ce qu'on vit actuellement. Et que des dommages considérables et une insécurité généralisée étaient à prévoir. C'était 1 an avant que la COVID soit devenue notre quotidien. Et le rapport, cette citation finit en disant que le monde n'était pas préparé à cette nouvelle pandémie. Alors, la gestion de crise, traditionnellement, a été perçue ou a été mise en œuvre de différentes façons par rapport aux crises précédentes que nous avons connues. Globalement, dans les entreprises, on avait une gestion de crise relativement linéaire. On réagit à la crise, puis on prévoit une reprise en vue de la prospérité suite à la crise, comment planifier cette prospérité-là. Et il y a la deuxième façon de gérer la crise. La source est inscrite en bas de Pearson et Mitroff. Une crise, dès qu'elle apparaît, on a des signes précurseurs. Ensuite, on se prépare autant que possible à la prévention. On prend des mesures d'endiguement qui vont ensuite amener à une réflexion sur la reprise, mais surtout, contrairement au premier modèle de gestion de la crise, on a des apprentissages qu'on intègre dans la planification subséquente à cette crise-là. Ce qu'on doit retenir, c'est que même si une planification de crise existait à tous les niveaux, que ce soit gouvernemental, communautaire ou même international, l'expérience canadienne et québécoise nous a montré que les gouvernements provinciaux ont mis en place des plans de lutte, notamment lors de la crise de l'influenza en 2004, et qu'ils ont essayé autant que possible d'intégrer la collaboration entre les instances de santé publique et les intervenants communautaires pour maintenir une certaine continuité des activités. Cependant, ce n'a pas été le cas toujours pour la crise H1N1, notamment. Un rapport récent de Genest déclare que la gestion de cette crise-là n'a pas pris en compte tous les acteurs communautaires et encore moins le secteur privé pour tout ce qui concerne la gestion de la vaccination et des produits vaccinaux. Ça, on voit qu'il existe des planifications, mais ces planifications-là sont variées en fonction des contextes et aussi en fonction des crises et des apprentissages et des informations dont on disposait au préalable. Autre chose qu'il faut souligner, c'est aussi tout ce qui concerne les ressources et les subventions nécessaires à la gestion de crise. Autant que possible, il y a une mobilisation, mais compte tenu des manquements ou de la faiblesse ou de l'insuffisance de ces ressources depuis toujours, lorsqu'une crise arrive, ces insuffisances sont d'autant plus marquées. Et c'est là qu'on voit que les soutiens fédéraux, philanthropiques notamment, voire même citoyens, apportent quelque chose. Je finirai cette slide en disant qu'en 2010 déjà, un rapport commandité par la Fondation McConnell qui portait un regard sur la crise financière de 2008 préconisait déjà que des modèles plus résilients, adaptatifs et créatifs soient mis en œuvre pour pouvoir prévenir les nouvelles crises à venir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y avait une planification qui existait, notamment au niveau des différents paliers de gouvernance, mais il y a eu des insuffisances et une application qui est variée. Et les leçons apprises n'ont pas toujours été intégrées dans l'ensemble du processus de planification. Et ce que la crise actuelle vient nous démontrer, c'est que malgré toutes ces leçons qui ont pu être tirées à différents niveaux, des nouveaux enjeux ont émergé. Et ces enjeux-là, on n'aurait peut-être pas pu les prévoir et on ne peut vraiment pas tout prévoir. Je vais ici, sans être exhaustive, parler de 3 groupes d'enjeux. Le premier groupe d'enjeux concerne les enjeux liés à la planification et la gestion, mais surtout en ce qui concerne la décision publique. On a, avec la crise actuelle, un dilemme clair en ce qui concerne la décision publique. Quel choix collectif fait-on entre la valeur des vies
et le prix des morts, pour citer Lefebvre. Ce que ça veut dire, c'est qu'avec la crise actuelle, les conflits de valeurs publiques sont au cœur de la décision publique, et particulièrement en santé publique où on a des décisions qui sont prises pour la population générale, mais qui parfois sont à questionner en ce qui concerne l'augmentation des inégalités des personnes les plus vulnérables. Alors, c'est un dilemme qui est constant, c'est un dilemme qui évolue. Et c'est très difficile, comme l'a souligné Damien Contandriopoulos dans un article récent de la presse, imposer à tout le monde exactement les mêmes mesures revient en pratique à imposer un fardeau beaucoup plus grand aux plus vulnérables. Donc ça, c'est un dilemme, un enjeu central de la crise. Quelle bonne décision prendre et comment prendre cette décision sans accroître le fardeau des plus vulnérables. Deuxième groupe d'enjeux, c'est les enjeux de planification et de gestion, mais dans l'action. Comme on peut le voir, la crise actuelle est une crise qui est évolutive. Les décisions changent pratiquement au jour le jour et c'est très difficile de s'inscrire dans une planification traditionnelle ou dans un mode traditionnel de gestion. Je citerai ici, comme le préconisait Henri Midberg, il nous faut penser à de la gestion, mais dans l'action. Et ce n'est pas toujours difficile lorsque, dans certaines organisations, il y a un processus décisionnel qui est comment dire, descendant, où il faut avoir beaucoup d'autorisation avant de prendre les décisions et où parfois la gouvernance n'est pas assez flexible pour pouvoir y répondre. Donc, la première chose qu'il faudrait souligner ici, c'est la temporalité incertaine. Comment réagir face à des situations complexes à court terme ou à long terme. Comment s'adapter par rapport à l'évolution constante de la situation et s'adapter aussi dans les mesures qu'on décide de prendre. Deuxième aspect, comment maintenir le tissu social en contexte de distanciation sociale? Alors, trois éléments sont à prendre en compte et c'est un enjeu très important que toutes les organisations connaissent. C'est en matière d'hétérogénéité. On veut rejoindre le maximum de personnes, mais les communautés, je dirais, ne se constituent pas des groupes homogènes. Chacun d'eux a des besoins différenciés. Donc, il est très difficile de jouer ou de prendre des décisions en contexte d'hétérogénéité des communautés. Deuxième élément, c'est l'inclusion et l'intersectionnalité. Comment répondre aux besoins de populations ou de groupes de populations qui cumulent plusieurs vulnérabilités, telles que la couleur de la peau ou encore la stigmatisation ou la marginalisation socio-économique. Donc, tous ces éléments-là compliquent en fait le processus de gestion, de planification et de prise de décision. Et cela a des implications sur le tissu social. Par exemple, lorsque on met en place des mesures de surveillance, de traçage, voire d'isolement, on est à risque en fait de mettre à mal le tissu social et les solidarités sociales. Et troisième volet pour ce qui concerne les enjeux, et c'est un volet particulièrement important, c'est les enjeux particuliers dans le contexte communautaire avec les acteurs de proximité, ceux-là même qui sont au plus près des populations. Donc, ce que je vais citer ici, c'est quatre principaux enjeux, encore une fois sans être exhaustive. C'est l'enjeu du triptyque concertation, mobilisation, participation. Le milieu communautaire est un milieu qui est autonome, mais qui mise beaucoup sur la concertation et la mobilisation des citoyens pour pouvoir agir. Avec la crise, cette capacité d'agir se retrouve réduite. La difficulté de se déplacer et d'être au plus près des populations qui sont dans le besoin est vraiment mise à l'épreuve. Deuxième élément, c'est face à cette distanciation physique et conséquemment sociale, les systèmes d'information et de communication sont beaucoup mobilisés. Cependant, ce n'est pas toutes les populations, notamment les plus touchées, et je vais citer ici les jeunes, qui ont accès à ces systèmes d'information et de communication. L'accès est une chose, mais l'utilisation et les capacités d'utilisation de ces systèmes aussi posent problème. Et clairement, en ce qui concerne la fracture numérique au niveau des jeunes et de la scolarisation, c'est un enjeu très important
avec lesquels doivent concilier et doivent composer les acteurs communautaires qui agissent auprès des jeunes. La communication à distance, le télétravail, je ne rentrerai pas dans le détail vu qu'on le vit tous un peu de la même façon. Autre enjeu, mais ça c'est des enjeux traditionnels, l'enjeu relatif aux ressources. Il y a clairement une insuffisance de ressources et il faut souligner qu'il y a vraiment une mobilisation en la matière. Les contraintes financières, familiales, les contraintes liées aussi à la mobilité des acteurs, à limiter souvent les actions communautaires. Il y a une capacité d'adaptation qui n'est pas toujours facile pour ces acteurs-là. Et il faut vraiment noter, l'action communautaire ne saurait exister sans les organismes communautaires et surtout les ressources humaines qui travaillent dans ces organismes-là. Ceux-ci étaient déjà les parents pauvres du financement du communautaire, mais avec la crise, il y a beaucoup d'effets en termes d'épuisement, en termes de distance avec le terrain, qui posent vraiment des problèmes très importants au niveau du communautaire. Et enfin, travail-famille, ce sentiment d'isolement, ce sentiment de ne pas pouvoir communiquer facilement avec ses collègues en passant d'un bureau à l'autre, d'être proche de la réponse, la gestion des enfants à la maison lorsque les écoles sont fermées, la crainte pour la santé de soi et des proches sont autant d'éléments qui augmentent le stress et l'angoisse des acteurs communautaires. Et pourtant, mon prochain propos va s'intéresser à la réponse communautaire à la crise. Le communautaire s'est mobilisé de façon extraordinaire. Il faut le souligner. Sans ces acteurs-là et sans cette bonne volonté-là, nous aurions vécu une crise beaucoup plus difficile. Ils ont notamment maintenu l'offre de services auprès des populations les plus vulnérables. Je citerai par exemple les banques alimentaires ou les services de livraison à domicile de nourriture, les services de santé autant que possible, distribution de masques, des messages de prévention et les soutiens psychologiques, pas dans l'idéal, pas de la façon dont ils ont l'habitude de le faire, mais ils l'ont fait quand même. Et aussi maintenu autant que possible les services liés au respect des droits, notamment dans la défense des droits des locataires ou des prestataires d'aide sociale. Les réseaux communautaires, de façon générale, se sont aussi mobilisés en développant des banques d'outils pour optimiser le travail communautaire en temps de crise, des outils pour améliorer la gestion des ressources humaines et le droit des travailleurs, et des outils aussi pour commencer à penser le retour au travail dans ces milieux-là. Donc, des offres d'accompagnement en ce sens ont été rendues possibles par différents bailleurs de fonds, l'accompagnement en ligne ou des webinaires sur comment prendre des décisions pendant la crise, etc. Deux autres aspects liés à la réponse communautaire à la crise, c'est la force de la mobilisation citoyenne à tous les niveaux, beaucoup moins visible, mais beaucoup plus impactante, je dirais. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on a vu une émergence des groupes sur les réseaux sociaux, des groupes d'entraide, de solidarité, de soutien moral, de partage ou de dons de nourriture, d'échange aussi de services, de gardiennage ou d'aide aux devoirs qui se sont vraiment mobilisés autour de la crise pour aider ceux qui étaient le plus dans le besoin. Et enfin, non des moindres, la mobilisation des fonds au niveau des citoyens qui se sont mobilisés pour mettre en place des cagnottes. Parfois, certaines petites et moyennes entreprises ont décidé d'offrir certains services ou certains biens alimentaires dans leur communauté. Les entrepreneurs ont fait un travail formidable. Et les bailleurs traditionnels aussi se sont adaptés en offrant de nouveaux modèles de financement qui étaient beaucoup plus agiles et moins contraignants qu'à l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ceci? C'est que l'action collective a permis de limiter ou du moins de réduire les conséquences néfastes et socio-économiques de la crise. Je vais citer ces deux citations qui le traduisent très bien. Écrire le mode d'emploi d'une gestion de pandémie cohérente qui mobilise l'intelligence collective est un défi, certes, mais la capacité de mettre en place aujourd'hui une action de santé publique efficace, intelligente et collective
va déterminer une grande partie de la possibilité future de maximiser la santé des populations. Donc, le rôle de la santé publique en collaboration avec les acteurs communautaires est ici souhaité. Deuxième citation, puis cette citation-là va faire le lien avec la présentation de ma collègue Anne, c'est qu'au Québec, les réseaux locaux d'action collective doivent faire partie de la solution pour pouvoir compléter, pour pouvoir couvrir les écarts que l'administration publique générale ou les ministères ne sont pas capables ou ne sont pas en mesure de couvrir. La crise est importante et il est de la responsabilité de tous de donner le meilleur de nous-mêmes. En termes d'apprentissage, ça revient un peu sur tout ce que je vous ai présenté, donc je n'irai pas dans le détail, mais la résolution de la crise va imposer à nous tous de remettre au centre des actions l'engagement communautaire. L'intégration et l'implication de toutes les communautés au processus de prévention et de contrôle de la maladie est centrale. La participation citoyenne a montré une force de frappe qu'on ne saurait nier et l'action collective, ce n'est pas un mot juste général, mais l'action collective implique une meilleure articulation des actions pour faire face à la complexité des enjeux. Il est important que chaque organisation, que ce soit publique, privée, philanthropique, communautaire, se mette ensemble, avoir une lecture intégrée de la complexité des différents enjeux qu'on a identifiés pour pouvoir, afin de pouvoir répondre efficacement à la crise, mutualiser les ressources, mobiliser les connaissances et renforcer l'action intersectorielle. Il faut aussi qu'on mise sur l'innovation et l'innovation sociale en particulier, en faisant appel à la créativité, au dialogue renouvelé des acteurs communautaires, car parfois la crise a de mauvais côtés, mais elle donne aussi l'opportunité de penser à de nouvelles façons de faire, de penser à oser et à risquer de nouvelles interventions qui pourraient ensuite s'institutionnaliser. Troisième élément d'apprentissage, c'est de repenser la planification et la gestion de la crise en intégrant ou en s'inspirant des modèles qui ont fait leurs preuves. Notamment, la cartographie des ressources communautaires est un modèle qui doit se poursuivre, bâtir sur les forces d'une communauté pour pouvoir répondre efficacement à la crise. C'est un modèle basé sur la résilience communautaire. Le fait de mettre en place une planification territoriale intégrée permet de répondre autant que possible à l'intersectorialité des enjeux et à la complexité des enjeux qu'on peut voir apparaître sur l'ensemble d'un territoire. Pensez aussi à l'évaluation de l'impact socio-économique du numérique. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. Cependant, l'utilisation de nouvelles technologies, de l'information et de la communication peut avoir un impact très important sur les plus vulnérables et autant il faut soutenir cette innovation, autant il faut penser à comment ne pas exclure davantage les plus vulnérables et finalement mettre en place des plans de reprise qui intègrent des gouvernances innovantes et plus résilientes au niveau des municipalités. En somme, je finirai mon propos ici, les acteurs communautaires en particulier ont réussi et ont joué un rôle important en palliant aux faiblesses de la gestion ou de la réponse de la crise, sans citer personne, mais ils ont été vraiment plus que complémentaires pour pouvoir créer des synergies dans la réponse. Ils ont pu aussi trouver des solutions dans l'action pour tout ce qui concerne les erreurs et les retards liés à la gestion et à l'approvisionnement des ressources et des produits. Cela réitère enfin l'importance de l'ingéniosité, de l'adaptabilité des acteurs communautaires dans le développement de nouveaux systèmes résilients, centrés sur la durabilité et l'inclusion. Donc, tout ce qui concerne la résilience et l'après-crise devrait s'inspirer de ces différents modèles. Et bien qu'on parle de la crise ici au Québec, voire au Canada, du local au global, on est très interdépendants, ce qui exige vraiment de repenser les normes et les valeurs de solidarité, de communauté et de mondialisme, parce que les frontières, la crise, je ne dirais pas la crise, mais la COVID n'a pas de frontières. Donc, si on peut apprendre de ce qui se fait ailleurs et partager ce qui fonctionne très bien chez nous, je pense que ça nous permettra d'être mieux préparés
pour d'autres crises qui très certainement vont venir. Alors, je m'arrête ici et je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à ma collègue Anne. Merci beaucoup, Linda, pour cette belle présentation qui met la table et qui est très complète aussi. Pour la suite de la présentation, je vais peut-être me concentrer davantage sur quelques exemples d'initiatives innovantes qui ont été développées dans le Grand Montréal en réponse à la pandémie. Parce que j'avais aussi un topo sur quelques éléments d'apprentissage et de défis, mais je pense que tu as quand même nommé beaucoup des éléments. Donc, pour éviter la répétition, je vais vraiment me concentrer sur les exemples d'initiatives. Et peut-être d'entrée de jeu, vous proposer un petit topo sur Centraide du Grand Montréal. Vous connaissez sûrement Centraide comme organisation philanthropique qui travaille à contrer la pauvreté et l'exclusion à l'échelle du Grand Montréal. Vous connaissez peut-être un petit peu moins son approche. Alors, et peut-être présenter un petit peu le travail que je peux faire sur le terrain avec mes collègues de l'équipe du développement social à Centraide. Donc, je suis conseillère en planification et développement et mon rôle, c'est vraiment d'accompagner dans une approche très terrain les communautés pour analyser les enjeux sur le terrain et aider à développer des plans stratégiques d'investissement qui sont vraiment adaptés aux besoins et aux enjeux que vivent les différentes communautés. Donc, de façon plus précise, j'accompagne Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, Mercier-Est, Mercier-Ouest. Donc, il y a plusieurs de ces quartiers sociologiques qui ont été très touchés aussi dans le cadre de la pandémie. Donc, les initiatives que je vais présenter aujourd'hui sont plus précisément ancrées dans ces quartiers, mais sachez qu'à Centraide du Grand Montréal, on couvre vraiment toute la région du Grand Montréal avec Laval et la Rive-Sud également. Donc, par rapport à notre approche, l'approche territoriale, qui est vraiment axée sur le changement à l'échelle des communautés. Donc, à Centraide, on est profondément convaincus depuis les dernières années, on a vraiment déployé toute cette approche dans les communautés, c'est que les communautés ont la capacité de prendre en main leur propre développement, sont en mesure d'y trouver leurs propres solutions et développer des stratégies collectives pour contrer vraiment les enjeux de pauvreté et d'exclusion sociale sur leur territoire. Ces stratégies collectives vont vraiment relier un ensemble de partenaires qui vont venir de réseaux très variés, donc des réseaux citoyens, mais aussi réseaux communautaires, institutionnels, secteur privé, et des secteurs d'intervention qui sont très divers aussi. Jeunesse, aînés, logement, emploi, sécurité alimentaire, il y en a plusieurs qu'on pourrait nommer. Et toutes ces actions-là se déploient dans une approche globale et intégrée des problématiques. L'action de tous les organismes que Centraide va soutenir, on soutient près de 350 organismes à l'échelle du Grand Montréal, peut vraiment s'inscrire dans cette dynamique collective, d'où l'approche territoriale qu'on préconise dans nos investissements. On va soutenir aussi tout le réseau des tables de quartier. À Montréal, on va les soutenir avec la santé publique et la ville de Montréal. Une trentaine de tables de quartier existent sur le territoire de l'île. Et dans le fond, ce sont des concertations à l'échelle des quartiers sociologiques qui réunissent des citoyens, des organismes communautaires, des représentants des écoles, des arrondissements, des CIUS, des commerçants aussi qui sont autour de la table pour faire émerger des projets concrets pour améliorer la qualité et la condition de vie des citoyens qui habitent le quartier. On va déployer aussi, au-delà des investissements dans les organisations, vraiment un volet de développement des compétences et du leadership aussi, pour vraiment soutenir le leadership communautaire, le leadership citoyen à l'échelle des communautés, puis favoriser vraiment le développement de la capacité d'agir des acteurs communautaires. De plus en plus, on veut être un acteur de changement, donc on veut vraiment contribuer à des changements concrets et durables au sein des communautés, où la mesure d'impact en développement social devient de plus en plus importante. Donc, un des exemples qu'on peut mettre de l'avant, c'est le projet Impact collectif, qui est vraiment, Centraide est allié à 9 grandes fondations philanthropiques pour mettre sur pied un fonds spécial, un fonds spécifique pour permettre à plusieurs quartiers de l'île de Montréal d'expérimenter et d'innover. Donc, au-delà du morcellement des leviers, donc vraiment de concentrer, dans le fond, tous les efforts des partenaires philanthropiques associés au projet pour vraiment soutenir les communautés, pour leur permettre d'expérimenter, d'innover, accélérer le changement dans les communautés et mieux mesurer l'impact aussi en matière de développement social. Donc, lorsque la pandémie est arrivée, Centraide a vraiment voulu contribuer aux efforts des communautés et on a déployé des fonds d'urgence dès le début
de la pandémie. Donc, un premier fonds d'urgence a été constitué, le fonds COVID-19 de Centraide, qui a été mis sur pied grâce à la générosité des donateurs de Centraide, mais aussi de la Ville de Montréal, Ville de Laval, Ville de Longueuil, des arrondissements, qui ont contribué aussi au fonds, ainsi que le programme fédéral Nouveaux Horizons pour les aînés. Donc, au départ, on a essayé très rapidement de démarrer le fonds d'urgence. Donc, dès le 25 mars, une plateforme était ouverte pour les organismes communautaires. Le fonds était ouvert à l'ensemble des organismes du Grand Montréal, pas seulement les organismes qui étaient soutenus par Centraide. Et les premiers fonds octroyés ont permis de répondre aux besoins alimentaires d'urgence, renforcer les services d'écoute, d'aide, de référence, accélérer aussi le virage numérique dans les organismes communautaires, adapter le parc technologique, avoir accès au soutien nécessaire aussi pour pouvoir continuer à travailler en télétravail ou pour les organismes qui n'avaient pas nécessairement accès à leurs locaux ou complètement accès à leurs locaux et continuer à mettre en place des activités virtuelles aussi avec les citoyens. Un deuxième fonds d'urgence est arrivé par la suite. Donc, on a développé un partenariat avec le gouvernement fédéral pour déployer le fonds d'urgence pour l'appui communautaire avec d'autres partenaires. Ce fonds a pris le relais à partir de mai. Et vraiment, on a tous les groupes plus fragilisés par le contexte de pandémie qu'a bien nommé, qu'a bien décrit Linda dans sa présentation. Donc, vraiment, tous les groupes qui pouvaient vivre des vulnérabilités ont pu être soutenus à travers ce fonds d'urgence, besoins urgents liés au bien-être, besoins d'inclusion sociale aussi en contexte COVID-19. On a déployé aussi un troisième fonds, le projet Jeunesse, en collaboration avec la Fondation Chagnon, Fondation Jean Coutu, des partenaires du numérique, que sont IDOS Montréal et Square Enix Montréal, vraiment pour soutenir des organismes jeunesse dans leur volonté de freiner l'écart qui pouvait se creuser entre les jeunes des quartiers mieux nantis, des milieux mieux nantis et des jeunes des milieux plus défavorisés, qui n'avaient pas nécessairement les mêmes conditions d'apprentissage aussi en matière de réussite. Donc, à travers tous ces fonds d'urgence, c'est près de 24 millions de dollars qui ont été distribués à près de 144 organismes du Grand Montréal. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques exemples, mais on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a énormément d'initiatives qui ont été soutenues dans le contexte. Peut-être dire très rapidement qu'au niveau régional, Centraide a été très actif aussi dans les cellules d'urgence à l'échelle des villes, Montréal, Laval, Longueuil. Et un élément hyper intéressant qui a été déployé dès le début, qui a été très aidant dès le début de la pandémie, c'était vraiment l'importance de la plateforme du 211, du Centre de référence du Grand Montréal, qui a été soutenu dans les dernières années aussi. C'est vraiment un outil essentiel pour recenser en temps réel tous les services socio-communautaires de proximité, informer, référer à la population. Donc, le 211, c'est un numéro de téléphone unique, donc pour le Grand Montréal, avec une plateforme web. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la plateforme permet de recenser les statistiques d'appels de fréquentation du site, donc permet de suivre en temps réel aussi l'évolution des besoins sociaux. C'est un intrant vraiment important aussi pour déterminer aussi où sont les besoins là, dans le Grand Montréal. Donc, 3 exemples d'initiatives innovantes. Comme je vous dis, le choix a été difficile à faire, mais j'ai essayé d'aller chercher des exemples qui représentaient bien le travail collectif à l'échelle des communautés et un exemple aussi de projet à l'échelle supralocale. Premier exemple, le Centre de soutien aux opérations communautaires de Montréal-Nord qui a été déployé par la table de quartier de Montréal-Nord. On sait, le quartier de Montréal-Nord a été très touché par la pandémie. C'est un quartier qui combine plusieurs facteurs de risque, plusieurs facteurs de vulnérabilité. Si on regarde le portrait socio-économique, socio-démographique, il y a plusieurs facteurs liés à la défavorisation et à l'exclusion aussi qui se superposent. À cela va s'ajouter d'autres éléments, des secteurs plus défavorisés où la densité est très forte, avec une concentration d'immeubles locatifs, peu d'espaces verts, peu d'espaces publics aussi, nécessaires à la distanciation aussi. Travailleurs de première ligne, donc une proportion importante aussi sur le territoire, dans le secteur de la santé, des services essentiels. Une proportion importante d'aînés avec une présence de résidence pour aînés comme milieu de vie sur le territoire. C'est un quartier aussi où l'on retrouve une grande diversité ethnoculturelle et où le nombre est élevé. Donc, le nombre de nouveaux arrivants est très élevé. En termes de quartier sociologique, je pense que c'est le 3e quartier à Montréal où on retrouve le plus grand nombre de nouveaux arrivants. Donc, ce sont des personnes qui souvent peuvent être plus éloignées des réseaux de communication publique ou communautaire à leur arrivée
Et on retrouve aussi un nombre important de personnes à statut précaire d'immigration qui vont souvent être plus craintifs par rapport au réseau institutionnel. Et bien sûr, toute la question de la fracture numérique aussi, qui est un élément important qui a été mis en lumière aussi. Donc, en réponse à tous ces enjeux, il y a vraiment, et face à la propagation communautaire de la COVID, la table de quartier, ses membres, ses partenaires ont mis sur pied le centre de soutien aux opérations communautaires. Parmi toutes les initiatives, il y a eu un foisonnement d'initiatives qui se sont développées dans le quartier comme dans tous les quartiers, mais ce projet voulait vraiment fédérer les efforts communautaires en soutien aux efforts de prévention et promotion de la santé. Donc, l'objectif, c'était d'approvisionner les organismes en matériel sanitaire, accompagner les organismes dans le réaménagement de leurs espaces aussi, pour s'assurer du respect des mesures sanitaires et aussi mettre en place tout un réseau d'agents relais communautaires, donc une quarantaine d'intervenants formés par le CIUS, la Direction régionale de santé publique, qui provenaient d'une dizaine de secteurs d'intervention différents, ont pu être mis à contribution, soit au sein de leurs organisations, soit à l'extérieur aussi en étant des agents de proximité, donc en se promenant dans les différents lieux publics et dans les commerces du quartier, donc pour communiquer les gestes barrières selon une approche d'éducation populaire, sensibiliser et encourager les populations au dépistage, collecter les données sur les besoins de la population, puis s'assurer aussi de leur adhésion aux mesures barrières. Donc, plusieurs expertises ont été mises à contribution dans ce réseau. Bien sûr, l'expertise du milieu communautaire qui a une connaissance fine des enjeux vécus par les différents groupes de la population les plus vulnérables, qui ont été beaucoup plus touchés par la pandémie. Le lien de confiance que les organismes ont déjà établi aussi avec les citoyens et leur approche d'éducation populaire qui permet de rejoindre aussi les citoyens plus isolés. Tout le réseau de la santé qui a été très actif aussi, le CIUS, la DRSP, dans la formation, prévention, promotion de la santé. La mise à contribution aussi de d'autres acteurs comme la Croix-Rouge, qui a une expertise en gestion des crises humanitaires, avec un soutien pour la cartographie des actions aussi, qui était mise en place en temps réel là, dans le quartier. Le déploiement d'outils de collecte et d'analyse de données par sondage terrain, qui était particulièrement utilisé là, dans le champ de l'humanitaire et des situations d'urgence. Et bien sûr, des partenaires philanthropiques, Centraide était présent, mais aussi d'autres fondations comme Fondation Philanthropique Canada qui étaient très impliquées aussi dans le projet. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, je peux donner Merci Est en réseau, solidarité qui a été déployée par la table de quartier Solidarité Merci Est. Donc, on sait que l'arrondissement Mercier-Chagrin-Maisonneuve est un des arrondissements aussi les plus touchés par la pandémie. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps passe. Merci Est en réseau, c'est un projet qui a été déployé, qui a été soutenu dans le cadre du projet Impact collectif. Donc, ces 3 ou 4 dernières années, là, le quartier a vraiment déployé différentes stratégies pour rejoindre les citoyens les plus isolés. Donc, déployer un réseau de travailleurs de proximité, vraiment des travailleurs communautaires qui se déplacent à l'extérieur des organismes communautaires pour rejoindre les familles, les jeunes, les aînés, les adultes. Déployer une stratégie de renforcement du réseau local de partenaires en impliquant des partenaires qui sont moins impliqués dans le milieu communautaire ou en développement social. Par exemple, les commerçants ont été mis à contribution vraiment pour faire le relais avec les services donnés par le milieu communautaire. Et tout le développement d'un réseau de citoyens relais aussi. Donc, on parlait de la part des citoyens aussi qui sont importants aussi pour faire le relais vers les soutiens socio-communautaire. Donc, dès le début de la pandémie, le réseau des travailleurs de proximité a été vraiment mis à contribution pour documenter les enjeux sur le terrain en temps réel, faire remonter, alimenter de leur réflexion, dans le fond, toute la réflexion des cellules d'urgence à l'échelle de l'arrondissement. Ça a permis de mieux coordonner les actions, mieux référencer les citoyens vers les bons services en temps réel, activités de porte-à-porte, travail de rue dans les parcs, les espaces publics, travail en secteur HLM, appel d'amitié aussi auprès des aînés, même les travailleurs de proximité ont permis d'acheminer aussi l'aide alimentaire d'urgence, les services de première nécessité, accompagnement du CIUS également pour la sensibilisation aux mesures sanitaires. Ce qui est intéressant aussi dans le cas de la pandémie, c'est qu'ils ont renforcé leur collaboration avec le réseau scolaire.
On sait que Mercier-Est, il y a une présence importante de familles. Plusieurs familles sont monoparentales. Il y a des enjeux liés à la réussite des jeunes. On sait que dans le contexte de pandémie, il y avait moins d'accès aux filets de protection sociale que sont l'école et les services de garde, et même les programmations très régulières des organismes, même si les organismes ont continué à être très présents. Une exacerbation des facteurs de risque, isolement des familles, moins de répit pour les parents, ralentissement des services alimentaires aussi dans les écoles, accroissement des facteurs d'anxiété, vulnérabilité dans les familles, enjeux de santé mentale, situations financières précaires. Le confinement est venu exacerber aussi des situations beaucoup plus complexes dans les familles qui peuvent vivre des enjeux de violence intrafamiliale. Donc, le partenariat entre les écoles et les organismes communautaires ont permis vraiment de beaucoup mieux rejoindre les familles plus isolées, de sonder les parents avec les différents moyens mis en place par les différents moyens de communication déployés par l'école et les organismes communautaires, et de concert, beaucoup mieux acheminer l'aide alimentaire et le matériel de première nécessité aussi pour les familles. Dernier exemple, rapidement. Grande boucle solidaire du réseau alimentaire de l'Est. C'est un exemple qui est un peu plus supralocal. Donc, le réseau alimentaire a été créé en 2017 suite à une réflexion des partenaires du laboratoire de promotion de la santé du CIUS de l'Est de Montréal. Donc, avec vraiment une réflexion sur les déterminants de la santé. Et l'objectif, c'est vraiment, dans la mise en place du réseau, autour des enjeux d'alimentation, c'est vraiment de répondre aux nombreux défis d'accès d'alimentation sur le territoire de l'Est de Montréal, et le besoin de développer plus de synergies, de projets communs pour renforcer vraiment les actions des acteurs locaux, les initiatives locales. Donc, c'est vraiment dans une approche bottom-up. Donc, le réseau, depuis le début de la pandémie, grâce à son réseau d'expertise et le soutien de ses membres, a été en mesure de distribuer près de 235 000 plats congelés. Donc, le projet continue aujourd'hui encore, mais jusqu'à maintenant, il y a près de 235 000 plats congelés qui ont été distribués, qui étaient traditionnellement habituellement des plats congelés qui étaient destinés au secteur de l'aviation. On sait que le secteur de l'aviation était beaucoup moins en activité pendant la pandémie. Donc, l'ensemble de ces plats ont été distribués à des personnes dans le besoin dans 10 quartiers à l'échelle de l'Est, grâce à la mobilisation très rapide et la coordination du travail d'une quarantaine d'organismes, dont les 10 tables de quartier. Et toute la logistique a été coordonnée de manière mutualisée dans la mise en place de chacun des points de chute dans les 10 quartiers ciblés, incluant tout le transport, la conservation aussi des repas. Donc, c'est aussi une formule qui était complémentaire à l'aide d'urgence qui était déjà déployée sur le terrain avec les paniers d'urgence, les repas qui étaient distribués à la population. Donc, ça permettait aussi d'amener une réponse. Et on sait que dans les enjeux, dans les situations de crise, tout le volet de distribution est toujours un enjeu. Donc, d'amener une expertise communautaire mais supralocale a vraiment aidé à soutenir les efforts des communautés et des organismes communautaires sur le terrain. Donc, ça fait le tour, je vois qu'il est déjà 13h18, ça fait le tour des exemples. J'avais quelques éléments sur les apprentissages et les défis, mais Linda a nommé déjà beaucoup d'éléments, donc on laisserait peut-être le temps pour des questions s'il y en a ou des commentaires. Merci beaucoup pour vos deux présentations qui se faisaient écho. J'ai trouvé très intéressant d'entendre parler de ces exemples. Merci beaucoup à vous deux. Donc, je voulais laisser la parole aux personnes qui sont présentes avec nous parmi les participantes. Si vous avez des questions, des commentaires ou envie de parler de certains enjeux qui ont été soulevés aujourd'hui, la parole est à vous. Je peux soit lire les messages dans la portion chat ou vous pouvez carrément juste allumer vos caméras et poser les questions ou vous exprimer devant nous tous. Alors, je vous laisse la parole, participants et participantes. Bien, déjà, je peux poser une question. Oui. Ben vas-y, Pierre. Bien, je voulais savoir si Linda et Anne, vous avez travaillé ensemble, c'est-à-dire que le lien qui vous tisse, c'est quoi? Je n'avais pas posé cette question initialement, j'étais curieuse.
Oh, ton micro n'est pas ouvert. Attends un peu. Oups. Linda, c'est fermé ton micro. Je t'entends pas. Est-ce que là, tu m'entends? Oui, voilà. Oui, alors, est-ce qu'on a travaillé ensemble spécifiquement? Non. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que moi, je me suis toujours intéressée aux organisations philanthropiques et à leur collaboration avec le milieu communautaire par rapport à toute l'innovation sociale et toutes les questions de mesure d'impact. Comme tu l'as souligné au début, je m'intéresse beaucoup à l'évaluation de programmes, mais notamment les interventions complexes. Justement, cette complexité-là des interventions sur les territoires sur lesquels travaille Anne et toute son équipe m'intéresse beaucoup. Donc, on a déjà eu l'occasion de se voir tellement de fois autour de conférences, de discussions, etc. Et il est arrivé aussi que j'accompagne certains organismes communautaires qui travaille directement avec Centraide du Grand Montréal et avec Anne en particulier. Donc, je pense que c'est arrivé tout naturellement que lors de cette invitation, la personne à laquelle j'ai pensé pour pouvoir donner un exemple au-delà des communautés que je connaissais soit Anne. Donc, c'est comme ça que notre collaboration s'est faite aujourd'hui. Parce qu'il y a aussi dans les projets que Anne a mentionné des données qui ont été recueillies qui pourraient influencer ou en tout cas donner un intrant intéressant pour des projets de recherche. Je me disais que c'est peut-être dans un avenir prochain. Joanne, tu voulais dire quelque chose? Plus proche que tu ne l'imagines. Ouais. Très, très proche. Oui, absolument. Merci. Moi, c'était plus autour, je suis plutôt déjà assez convaincue et d'accord sur l'importance du milieu communautaire, mais le soutien accordé au milieu communautaire, notamment par les instances gouvernementales, ou le contrôle en regard de ce soutien-là, où on donne par exemple de l'argent aux maisons pour femmes et enfants victimes de violences conjugales, mais les rendus, les comptes rendus qu'il faut faire pour ça sont tellement lourds que finalement les intervenants sont doublement épuisés, alors qu'en théorie, on devrait leur donner plus les moyens. Que l'espace dans notre univers accordé et l'écoute accordée aux communautaires, je ne sais pas si du côté de Centraide, j'imagine que vous devez recevoir des échos de vos partenaires de ce côté-là. J'ai pas eu l'impression qu'on est allé bien au-delà de la claque dans le dos en termes de l'écoute qu'on leur a donnée sur les besoins réels et devant lesquels la plupart des groupes auxquels la plupart des groupes communautaires étaient directement confrontés. Je sais que ce n'est pas une question simple, mais... Oui. Je pense que dans la première partie de votre question, vous parlez de la reddition de comptes. Est-ce bien ça? Donc, la question de la lourdeur de la reddition de comptes ou l'apparente. Ce que je peux nommer par rapport aux pratiques de Centraide, c'est que dans le contexte des fonds d'urgence, on a essayé de garder les choses le plus simples possible pour les organismes communautaires. Donc, il y avait un petit questionnaire à répondre pour la demande de financement avec les informations essentielles aussi pour la demande, pour s'assurer que ce ne soit pas trop complexe pour les organismes communautaires aussi, parce qu'ils n'avaient pas nécessairement le temps, ils étaient beaucoup pris par le terrain. Même chose pour la reddition de compte, on s'assure que ce soit une reddition de compte qui soit aussi allégée pour s'assurer d'avoir toujours l'information nécessaire pour s'assurer d'une bonne reddition de compte, mais que ça ne soit pas non plus trop lourd pour les organisations. Donc, par rapport à la reddition de compte, c'est un peu l'approche qu'on a prise avec les fonds d'urgence. On peut difficilement parler pour d'autres organisations, mais par rapport à ce qui a été mis en place. Par rapport à votre autre question, je ne suis pas certaine de nécessairement comprendre. C'est plus la question de est-ce que les organismes communautaires ont eu assez de visibilité ou assez d'écoute? Dans le fond, c'est sûr qu'à Centraide, on essaie dans les grandes orientations stratégiques de Centraide, on essaie de se positionner comme, on parle d'expertise sociale, on essaie de mettre le plus possible sur la place publique, de présenter des exemples inspirants, de parler des organismes communautaires, de faire
la présentation, comme je le fais aujourd'hui, de cas inspirants et de démontrer toute l'innovation et l'agilité dont font preuve les organismes communautaires. On le fait aussi à travers nos campagnes de levée de fonds. On fait beaucoup de sensibilisation aussi auprès du grand public, auprès des donateurs. Donc, je pense que c'est l'apport qu'on peut amener par rapport à votre question. Je ne sais pas si ça répond à vos interrogations. Certainement par rapport à l'effort que fait Centraide à cet égard. Je ne sais pas, Linda, mais peut-être pas non plus, mais si dans ton univers, justement, et les contacts que tu peux avoir avec des groupes communautaires, si tu as eu des échos de leur capacité à faire entendre les problématiques auxquelles ils étaient confrontés. Oui, bien sûr, je peux donner le son de cloche que j'ai eu au niveau de certains organismes. Il y a des organismes qui sont habitués à une certaine reddition de comptes et qui comprennent la traduction de ce qu'est la mesure d'impact, même si ce terme est très galvaudé, ça veut dire différentes choses pour différents organismes. La deuxième chose, c'est que les nouvelles exigences en termes de reddition de comptes sont aussi très liées à toute la nouvelle tendance de la nouvelle gestion publique, où maintenant il faut gérer la gestion par résultat. Mais la conception du résultat dans le milieu communautaire n'est pas le même que dans d'autres organismes qui sont structurés. Et donc ça, c'est un fait. Je vais souligner qu'il y a plusieurs groupes qui accompagnent pour aider les organismes à mieux faire de la reddition de comptes, mais une reddition de comptes qui leur ressemble tout en répondant aux exigences des bailleurs de fonds avec beaucoup plus de flexibilité. Je ne veux pas faire de publicité ici, mais il y en a plusieurs qui travaillent sur l'évaluation par et pour les communautés avec des méthodologies qui sont plus adaptées, notamment. La deuxième chose aussi, c'est de mettre davantage en valeur les processus de transformation ou les changements incrémentaux plutôt qu'une évaluation, une reddition de comptes basée sur des méthodes beaucoup plus dures qui insistent davantage sur la méthodologie. Et troisièmement, il y a des approches émergentes où on n'évalue pas le travail du communautaire à travers juste un rapport, mais où on est beaucoup plus orienté vers les apprentissages. Donc, c'est autant de développement aussi au niveau communautaire qui se font. Et je pense que autant ces développements se font, autant ils influencent aussi les bailleurs de fonds afin qu'il puisse y avoir un terrain commun pour mieux comprendre et apprendre ensemble les transformations qui s'effectuent parce que le communautaire a besoin de ressources pour continuer à agir et non pas mettre toutes les ressources dans la reddition de comptes. Puis ça, c'est des échos qu'on entend très fréquemment. Oui, peut-être pour compléter ce que dit Linda, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as amené. Et puis, ce qu'on essaie de faire à Centraide, c'est d'aider les organisations à développer leur culture d'évaluation au sein de l'organisation. Donc, c'est vraiment le développement par et pour d'une culture d'évaluation, soit dans un collectif, soit dans une organisation. Donc, c'est vraiment à travers ce prisme-là qu'on soutient les communautés et donc pour faire évoluer la notion de comment traduire. L'objectif, c'est toujours de mieux traduire l'impact qu'a le travail communautaire aussi en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Donc, comment on peut mieux traduire cet impact-là en développement social? Pardon. Merci beaucoup, mesdames. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient amener un autre élément? On a encore quelques minutes. Une minute, mais on peut prendre un autre commentaire ou question. OK. On va prendre pour acquis que tout le monde a des questions trop longues pour être répondues en une seule minute. Bien, je voulais, en tout cas, en guise de conclusion, je voulais vous remercier et c'est toute une inspiration de voir ce qui se fait. C'est des temps difficiles pour les organismes communautaires, mais il y a une mobilisation qui se fait. Ah, Stéphanie a dit merci beaucoup, très intéressant. Stéphanie Yates.
Donc oui, c'est ça, de voir qu'il y a des choses qui se font, puis peut-être qu'effectivement, on n'en entend peut-être pas assez parler dans les médias. On aimerait ça en entendre plus parler, mais aujourd'hui, je trouve qu'on a des beaux exemples. J'ai un autre commentaire. Ah, merci pour la présentation. On a beaucoup de remerciements des personnes présentes. Oui. Mais je pense que ça conclut un peu. On n'a pas de grandes questions philosophiques. Ça tombe bien parce qu'on est rendu à l'heure où il faut se quitter. Mais donc, merci encore. Puis, on se retrouve. Ah, je voulais vous dire à tout le monde, avant qu'on se quitte, qu'on a une présentation dans le cadre de la série de conférences midi de l'ISS le 16 décembre prochain et qui portera sur les inégalités de santé dès la petite enfance. Donc, de la conception à l'âge de 5 ans. Ça sera présenté par une professeure membre ISS, Julie Poisson, donc le 16 décembre prochain. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de vous retrouver à notre prochaine conférence. Merci Linda, merci Anne. Merci. Merci à vous pour l'invitation.